Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'être là. On est au cœur du musée du Louvre. Une exposition commence ce jeudi 29 mars consacrée à Eugène Delacroix. Une très belle rétrospective avec 150 œuvres qui sont présentées. Et donc on va faire tout un parcours avec vous pour découvrir des œuvres majeures. C'est une exposition inédite. Isabelle, dites-nous pourquoi. Alors c'est une rétrospective, il n'y avait pas eu de rétrospective en France depuis 1963. Une rétrospective d'une telle ampleur qu'on peut suivre Delacroix depuis son premier tableau exposé au Salon, on le verra dans un instant, jusqu'à la fin, jusqu'à ses dernières œuvres. Eugène Delacroix, en plus d'être un peintre particulièrement talentueux et même époustouflant, est un peintre qui s'est affronté vraiment avec son art pictural jusqu'au bout, qui ne s'est jamais reposé sur ses victoires et la consécration du public qu'il a obtenue très vite, en fait assez vite, mais jusqu'à ces derniers moments, il a toujours cherché à repousser les frontières de son art pictural pour trouver la beauté sous toutes ses formes. Vous avez minutieusement sélectionné quelques tableaux. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots ce qu'on va pouvoir voir dans quelques minutes ? Alors c'était très difficile parce que tout est beau, tout est à voir. Vraiment, j'encourage nos auditeurs à se précipiter à l'exposition et peut-être à la préparer en lisant notre numéro du Figaro hors série. Mais j'ai sélectionné 5 œuvres qui rendent compte de la diversité du style de Delacroix et puis de son côté novateur, qu'il ne faut pas confondre avec un côté moderne et anti-passéiste, comme on l'a parfois dit, parce que c'est un contresens total, on verra pourquoi. On vous suit, merci Isabelle. Alors Isabelle, on s'arrête d'abord devant le tout premier tableau monumental qui est présenté à cette exposition. C'est le premier tableau monumental de l'exposition et le premier tableau que Delacroix présente au Salon en 1822. À l'époque, le jeune artiste a 24 ans, il est encore inconnu et il tente, dit-il, un coup de fortune en travaillant pendant 3 mois de façon acharnée à cette grande toile qui s'intitule Dante et Virgile aux Enfers. Et ce coup de fortune, en fait, consiste à présenter ce tableau, alors qu'il est inconnu, parmi les 1378 tableaux que comportait le Salon. Le Salon organisé au Louvre permettait à tous les peintres de l'époque, tous ceux qui le voulaient et qui étaient sélectionnés, de pouvoir montrer leurs œuvres en ayant l'espérance d'être acheté ensuite dans un musée d'État et de se faire connaître. Ce coup de fortune tenté par Delacroix est un coup de maître, puisque le tableau est effectivement acheté par le musée du Louvre et qu'il est repéré par la critique. Alors certaines voix le défendent, mais la majorité des critiques sont assassines sur le compte de ce jeune peintre. D'habitude, en fait, il y avait une règle absolue dans l'académisme qui était le primat du dessin sur la couleur, c'est-à-dire que le dessin devait être parfaitement défini et la couleur devait se fondre et être là, évidemment, pour donner de la couleur, mais ne pas exister en tant que tel. C'est ce que l'on peut voir dans la peinture de Ingres, par exemple. Là, Delacroix, au contraire, donne à la couleur une importance fondamentale et joue sur des effets de couleur. Et donc on l'accuse, l'un des critiques l'accuse de faire de la tartouillade et vraiment de dire que c'est horrible, que aucun avenir n'est promis à ce peintre, etc. Parce que c'est considéré comme grossier, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Alors par exemple, dans la façon dont sont faits les flots là, vous voyez que ce n'est pas un dessin très précisément délimité, mais ce sont des empattements de couleurs que Delacroix n'efface pas, ne fait pas disparaître derrière quelque chose de beaucoup plus net. Et ça, ce n'est pas académique, mais c'est extrêmement efficace et en fait ça marche. Et ça marche notamment auprès d'un critique qui n'est encore à l'époque que journaliste, qui sera ministre plus tard, Adolphe Thiers, et qui écrit quand même de ce jeune inconnu Eugène Delacroix que l'on voit dans cette œuvre-là la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens. La citation à Michel-Ange est évidente ici, vous le voyez au premier plan, vous avez le corps de ces damnés qui essaie de s'accrocher donc à la barque de Charon, celui qui fait passer le fleuve des enfers, et Virgile avec sa couronne et Dante avec son bonnet rouge sont effrayés. En fait, Dante est effrayé par le mouvement de ces damnés, dont certains s'accrochent à la barque, d'autres s'accrochent aux autres et les poussent. Enfin, c'est le règne du chaos.
Ils ne sont pas sans rappeler les damnés du jugement dernier de la chapelle Sixtine, évidemment. Et puis, il y a la référence à Rubens par la vivacité des couleurs, dont Delacroix fait usage ici, un usage abondant. Et quand je vous parlais aussi de cette manière qui se laisse voir, on voit la tunique de Dante, cette tunique verte sur laquelle en fait les mouvements du pinceau sont visibles pour traduire le mouvement du tissu, le mouvement de ce corps, et tout cela participe d'une manière nouvelle qui en cela fait de Delacroix un moderne et qui en tout cas le différencie de ce qui se faisait jusqu'ici. Alors là, Isabelle, on est sur un tableau absolument gigantesque et qui a une particularité, vous m'expliquez, c'est qu'il est à la verticale, ce qui est assez exceptionnel pour des peintures d'Eugène Delacroix. Alors, ça n'est pas tant exceptionnel pour les peintures de Delacroix que pour les peintures de bataille, parce que cette scène, ça s'appelle les massacres de Kyo. Cette scène, en fait, est comme la photographie picturale d'un fait divers que Delacroix peint en 1824. C'est un fait qui a eu lieu 2 ans plus tôt, le 31 mars 1822, le jour du Vendredi Saint, et qui voit débarquer des milliers de Turcs sur l'île de Kyo, île sous domination turque, mais grecque d'origine, et qui veut se rattacher à la Grèce. Les Turcs veulent faire un exemple et décrètent qu'il n'y aura pas de quartier, qu'ils ne feront pas de prisonniers, qu'ils massacreront tous les hommes. Ces massacres durent 15 jours, 30 000 hommes sont massacrés, 45 000 femmes et enfants sont réduits en esclavage. Et c'est ce que montre ce tableau de Delacroix. C'est donc exceptionnel, vous disais-je, pour la verticalité, parce que d'habitude les tableaux de bataille sont plutôt de grands tableaux panoramiques. Je pense aux toiles de Gros sur les batailles napoléoniennes, où vous avez le centre de l'action qui est souvent au centre du tableau, et que l'on voit, en fait, on voit différents niveaux, différentes strates dans la composition du tableau, et qui montrent les différents événements de la bataille. Là, dans ce tableau des massacres de Kyo, en fait, la bataille est complètement reléguée au fond du tableau. Si l'on s'approche, on voit effectivement des Turcs sur leurs chevaux qui sont en train de massacrer, mais au premier plan, ce que l'on voit, en fait, c'est un mur, littéralement un mur de victimes, le mur de toutes ces souffrances accumulées causées par les Turcs. Vous en voyez un sur son cheval qui se cabre, qui est en train d'emporter une jeune captive dont le corps dénudé et tordu est extrêmement bien représenté. On dit que c'est une des modèles qui a été une des maîtresses de Delacroix. La sensualité était évidente de cette jeune femme. Et en tout cas, ce qui est très original, c'est que ce mur de victimes, de gens meurtris, pour certains mourants, agonisants, pour d'autres totalement effrayés, ce mur-là, en fait, est devenu le sujet principal du tableau. C'est-à-dire que les conséquences des massacres de Kyo sont en fait devenues le sujet principal du tableau. Et Delacroix réussit à exprimer la terreur de ce moment par 2 de ses procédés favoris dans lesquels il excelle, qui est le rendu des regards et le rendu des carnations. Puisque si vous regardez, sur les tableaux de bataille de l'époque, on a beaucoup de gestes, beaucoup de confusion, beaucoup d'attitudes outrées qui doivent faire comprendre que les gens sont en train de s'enfuir, que c'est la déroute, la pagaille, etc. Ici, en fait, à part le cheval qui se cabre, les gestes sont presque inexistants, sont totalement apaisés. En revanche, si vous remarquez les regards des différents personnages, là vous voyez toute une gamme de sentiments qui va de la peur à l'égarement, à l'épouvante, à la violence aussi. Le regard de ce Turc sur son cheval qui s'apprête à sabrer la tête d'un des captifs est assez terrifiant. Et je vous parlais aussi des carnations, puisque Delacroix nous expliquait, les commissaires de l'exposition jouent énormément sur les différentes couleurs de peau pour suggérer les émotions. Vous avez cette jeune captive dénudée dont je vous parlais, vous avez juste en bas une mère et son enfant. On suppose que la mère est en train de mourir ou est déjà morte, puisqu'elle a la couleur un peu blafarde de la mort. À côté d'elle, une vieille femme qui semble regarder ailleurs, tellement elle ne trouve rien autour d'elle qui puisse la réconforter. Elle regarde ailleurs, elle a déjà l'air perdue, peut-être déjà est-elle saisie de démence. Juste à gauche, un homme à la peau brune et qui saigne, qui est manifestement en train d'agoniser et qui lui a une couleur qui est en train de devenir verdâtre. Delacroix réussit à suggérer tout cela et il réussit le tour de force en fait à montrer une extrême violence sans aucune débauche de geste et d'expressivité.
Delacroix lui-même a une formule dans son journal, je crois, où il dit que c'est la revanche de la peinture sur la sculpture. Parce qu'une sculpture ne vous donnera jamais, alors sauf si l'on joue sur la variété des marbres, mais même ce n'est pas quelque chose d'universel. En tout cas, la couleur de la carnation exprime beaucoup plus que la matière d'une statue. Et donc, ce tableau en est l'illustration absolue. Donc on s'arrête maintenant, Isabelle, devant ce tableau que beaucoup reconnaîtront probablement, puisqu'il est majoritairement utilisé comme figure de femme. C'est un tableau iconique. Il s'appelle donc La liberté guidant le peuple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, Ariane, les visiteurs le reconnaîtront sans peine, puisqu'il figurait sur les billets de 100 francs, je crois. Il figure sur des boîtes de chocolat, sur des timbres. Enfin, c'est un tableau extrêmement connu, et en même temps, c'est un des grands contresens de l'histoire de l'art, puisque si je vous demande naïvement, à votre avis, quelle époque, quel événement représente-t-il ? Alors peut-être que c'est une scène de révolution, je dirais la prise de la Bastille ou... Alors, c'est effectivement une scène de révolution, mais pas celle de 1789. Si vous regardez en détail, si l'on regarde en détail, vous voyez cet homme qui a un chapeau haut de forme et un gilet. Ce n'est absolument pas l'habit qu'avaient à l'époque les révolutionnaires du XVIIIe. Derrière lui, un peu derrière, on distingue un bicorne de polytechnicien. L'école polytechnique a été fondée en 1794. Donc s'il s'agit de la prise de la Bastille, ça n'est pas possible. Et en fait, Delacroix, là encore, se fait reporter, si l'on veut, puisqu'il peint ce tableau en 1830, à l'issue de la révolution des barricades de 1830, 3 journées qu'on appelait les Trois Glorieuses, et qui, en fait, ont été une révolution de barricades, une insurrection contre la mesure prise par Charles X le 26 juillet 1830 d'abolir la liberté de la presse. À cette nouvelle, les polytechniciens fomentent une révolte populaire, le peuple monte sur des barricades et le drapeau tricolore est ressorti. Cela fait 15 ans que Napoléon n'est plus. Et à partir de 1815, eh bien donc, le drapeau tricolore a été substitué à nouveau par le drapeau royal. On ne voit plus le bleu, le blanc et le rouge sur le drapeau français. Et donc, ce peut être un indice qu'on trouve dans le tableau, non seulement ce drapeau brandi par cette femme, la liberté, mais aussi, si l'on s'approche du tableau et que l'on regarde dans les détails, vous voyez dans les monuments derrière cette foule, les quais de la Seine et les tours de Notre-Dame. Et sur l'une des tours de Notre-Dame, on voit un minuscule petit drapeau français, drapeau qui ce jour-là avait été dressé en signe d'insurrection. L'image de la femme qui ressort de ce tableau est assez particulière. Elle est particulière effectivement parce qu'il s'agit d'une allégorie, c'est la liberté guidant le peuple, mais contrairement aux allégories qui sont des images idéales qui incarnent donc une idée avec des traits souvent idéalisés, cette femme-là est absolument incarnée au point qu'elle est rouge, un peu rouge parce qu'elle court, elle est transpirante, elle a du poil aux aisselles. Je vous le mentionne parce que ça a fait scandale à l'époque, les gens étaient très choqués de représenter une allégorie comme ça et ont traité cette liberté, cette femme incarnant la liberté, de poissarde et n'ont pas du tout vu une image flatteuse et idéale de la liberté. C'est intéressant d'ailleurs, on peut se demander si Delacroix, qui étant fils de républicains et de la Révolution, son père a voté la mort du roi lors de la Terreur, mais Delacroix lui-même a de très sérieuses réserves sur la démocratie et sur la modernité. Donc, faire de ce tableau l'icône absolue de la liberté qui va guider le peuple de façon, dirais-je, infaillible, c'est peut-être... la façon dont Delacroix représente cette femme nous donne un indice sur le fait qu'il a peut-être quelques doutes sur la capacité de cette liberté à guider le peuple. Il construit ce tableau de façon assez, à la fois assez traditionnelle, puisqu'on a une construction pyramidale, la liberté étant au sommet avec son drapeau, au sommet de la pyramide, mais en même temps une façon assez originale, puisqu'elle s'avance vers nous. Elle semble sortir du tableau et le spectateur semble être pris à partie par cette femme qui l'oblige à le suivre, à rentrer dans le cortège.
Et il y a également un détail intéressant. Je vous parlais de cette composition pyramidale qui peut être une citation au radeau de la Méduse de Géricault. Géricault étant un peintre et un ami de Delacroix, pour lequel il avait beaucoup d'admiration. Et donc, Delacroix, dans ce tableau, reprend la construction pyramidale du radeau de la Méduse et inscrit au premier plan, on a toujours ce premier plan de victime dont je vous parlais, mais là, ce n'est pas le sujet principal du tableau. Et le cadavre que vous voyez sur la gauche, qui peut représenter les horreurs de la guerre, d'une guerre où l'on dépouille les combattants au point de leur voler même leurs vêtements et leurs armes. En fait, ce cadavre reprend un des cadavres du radeau de la Méduse qui avait également une seule chaussette. C'est une petite citation. Vous savez peut-être que Delacroix a probablement posé pour le radeau de la Méduse, et donc il paye sa dette à Géricault. Il y a un personnage intéressant aussi dans ce tableau, Isabelle, le petit garçon qui est à droite de cette femme qui brandit un pistolet. Oui, ce personnage est intéressant parce que c'est le personnage de Gavroche. Quand on voit le tableau, on se dit tous « Ah mais oui, c'est le Gavroche de Victor Hugo, bien sûr, c'est le Gavroche des Misérables ». Simplement, ce tableau a été peint en 1830, Les Misérables ont été publiés en 1862, donc plus de 30 ans plus tard. Donc en fait, ce n'est pas le Gavroche de Victor Hugo, mais c'est Victor Hugo qui s'inspire du jeune garçon de La liberté guidant le peuple, qui lui donne le nom de Gavroche et qui va créer ce personnage à partir du modèle qu'en donne Delacroix. Isabelle, on se dirige maintenant vers un tableau que vous avez choisi pour la couverture de votre Figaro hors-série. Racontez-nous de quoi il s'agit. Ce tableau est devenu une icône de Delacroix. De la même façon que La jeune fille à la perle de Vermeer est une icône, cette jeune orpheline au cimetière l'est devenue. C'était au départ une étude que Delacroix avait faite pour les massacres de Kyo, qu'on vient de voir. Donc cette jeune grecque devait figurer dans le tableau, probablement assistant au massacre de son père, son mari, enfin tous ces hommes qui avaient été massacrés au cours de ces journées terribles de mars 1822, mars et avril surtout. Et malgré tout, cette étude est restée et devenue un tableau en soi. Vous voyez cette jeune fille dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a une beauté assez impressionnante, et impressionnante parce qu'elle est expressive. Comme nous l'expliquaient les commissaires de l'exposition, Sébastien Allard et Côme Fabre, sur la technique de Delacroix, Delacroix n'intègre pas dans son art le dictionnaire des expressions, le dictionnaire des passions qui était admis à l'Académie et qui dictait en fait un certain nombre de mimiques et de gestes stéréotypés pour exprimer les émotions. Là, en fait, Delacroix, lui, refuse cela et se concentre uniquement sur le rendu de la carnation, donc de la peau et du regard, et simplement à travers les yeux de cette jeune femme et à travers la couleur de sa peau, on arrive à capter une émotion intense. Si vous regardez le regard de cette jeune femme, il est particulièrement expressif, tendu vers quelque chose que l'on ne voit pas mais que l'on peut soupçonner au minimum triste et au pire terrifiant. La peau de son visage est d'une couleur qu'on ne peut pas définir en un seul mot puisqu'elle reflète toute une palette de sentiments et d'émotions. Je voudrais raconter une anecdote à propos de ce tableau qui m'a frappé en étudiant la critique d'art de Baudelaire, puisque vous savez peut-être que Baudelaire est un de ceux qui a soutenu Delacroix absolument autant qu'il a pu et toute sa vie. Au fur et à mesure des salons en fait, où Delacroix expose, Baudelaire publie un compte-rendu du salon dans lequel il est extrêmement louangeur sur l'art de Delacroix et notamment sur ses femmes. En 1855, Baudelaire écrit que des femmes de Delacroix
On dirait qu'elle porte dans les yeux un secret douloureux, impossible à enfouir dans les profondeurs de la dissimulation. Leur pâleur est comme une révélation des batailles intérieures. Ça, il écrit ça en 1855. Ce tableau de la jeune orpheline a été peint en 1824, donc on est plus de 30 ans après. Et l'on ne peut s'empêcher de penser, en lisant certains poèmes des Fleurs du Mal, recueil publié en 1857, donc 2 ans après cette expo universelle, on ne peut s'empêcher de penser que Baudelaire a certainement regardez les femmes de Delacroix au point de s'en inspirer pour certains poèmes. Je pense au célébrissime À une passante, dans lequel Baudelaire écrit « Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. » Là, on ne voit pas beaucoup de plaisir dans l'œil de cette jeune orpheline, mais en tout cas, ce ciel livide où germe l'ouragan, il est bien présent. Baudelaire s'en inspire et il répond en quelque sorte à Victor Hugo, qui lui-même, lors de cette exposition universelle de 1855, s'était permis d'émettre un jugement négatif sur les femmes de Delacroix, en comparant même certaines à des grenouilles. Et ce à quoi Baudelaire écrit outré, Monsieur Victor Hugo est un poète sculptural qui n'a aucun sens de la spiritualité. Là, on arrive à une salle que beaucoup attendent parce qu'il s'agit de la salle marocaine, la salle orientale, consacrée au fameux voyage au Maroc que Delacroix accomplit en 1832 et qui va le marquer à vie, qui va totalement renouveler sa palette. Vous avez là les fameuses femmes d'Alger qui inspireront énormément les peintres postérieurs. Et vous avez ces tableaux marocains que l'on voit, notamment la noce juive au Maroc. C'est un renouvellement de son inspiration et il arrive en fait à représenter la société dans laquelle il vit, mais en Orient, avec justement la distance nécessaire pour l'inspirer, parce que en fait, le monde dans lequel il vit l'inspire assez peu. Il le dit lui-même, la modernité ne lui inspire en fait que du mépris. Et c'est en Orient qu'il arrive à retrouver l'Antiquité rêvée. Il dit en fait Rome n'est plus dans Rome, Rome est au Maroc. Je vois des Catus, des Brutus, des Catons, des Brutus, qui en fait ont un physique antique, mais ce sont des hommes marocains de son époque, du 19e siècle. En passant rapidement, on peut admirer l'autoportrait d'Eugène Delacroix, dans lequel on décèle toute la force de tempérament de cet homme qui a finalement tout sacrifié à la peinture. C'était un grand mondain, en tout cas en apparence. Il sortait beaucoup, il écrivait beaucoup, il lisait beaucoup, il avait des aventures légères avec de nombreux de ses modèles. Et peu à peu, la peinture prend toute sa force, tout son intérêt, tout son travail. Là, c'est la salle consacrée aux grands décors muraux. Vous avez une étude là, pour la galerie d'Apollon, pour laquelle, qui est une des galeries du Louvre, pour laquelle Delacroix a peint un des plafonds, avec le talent que vous voyez, même si bien évidemment il vaut mieux aller la voir dans la galerie. On passe rapidement. Un des tableaux mythologiques, Médée furieuse, Médée voulant se venger de son mari qui l'avait trompée, tue ses propres enfants. Si l'on s'approche de la toile, on ne va pas s'y arrêter parce que s'y arrêter trop, mais tout de même vous voyez l'expressivité, le regard complètement perdu et vaguement halluciné de cette femme qui s'apprête à poignarder ses propres enfants, et vous voyez les larmes qui coulent des yeux du petit enfant blond. C'est une manière extrêmement vivante de représenter la mythologie, mais ce n'est pas sur cette scène-là que je vous propose de vous arrêter, mais dans la salle suivante, on continue sur la grande chasse au lion. Ce qui est intéressant de dire sur ce tableau, c'est que c'est l'un des deux seuls que Delacroix a peint de façon inédite pour l'exposition de 1855. En 1855, on propose à Delacroix et à Ingres, Napoléon III leur propose d'exposer leurs œuvres et du coup de choisir quelles œuvres ils veulent exposer. Delacroix fait une sélection de 36 œuvres et parmi ces 36, il y en a 2 qu'il peint exprès, dont cette grande chasse au lion. C'est sans doute
Enfin, c'est un indice certain pour nous dire qu'il accordait une grande importance aux motifs animaliers. On sait qu'il aimait beaucoup aller à la ménagerie du Jardin des Plantes, à regarder les animaux, et qu'on a notamment un billet qu'il envoie à un de ses amis sculpteurs en lui disant « Viens vite, le lion est mort, on m'a prévenu et on peut aller assister à l'autopsie ». Et donc il va et il s'intéresse beaucoup aux animaux pour deux raisons principales certainement. La première, c'est que les animaux sont pour lui la traduction de l'élan vital brut. En fait, l'élan vital non domestiqué. Et lui qui a toujours essayé de traduire la pulsion de vie à travers ces tableaux, voit à travers les animaux justement l'image vivante de ce qu'il veut traduire en peinture. La deuxième grande raison, c'est que Rubens, en fait, c'est que Delacroix marche sur les pas de Rubens. Rubens, c'est pour Delacroix l'artiste, vraiment l'artiste majeur. On a parlé de Michel-Ange également. Mais Rubens ici est vraiment le modèle absolu de Delacroix quand il peint. Comment on voit Rubens ici, par exemple, Isabelle? Quelle est l'influence de Rubens dans cette toile? Alors, eh bien, Rubens lui-même a peint des combats d'animaux. Et si l'on compare, alors on l'a fait dans ce numéro du Figaro hors série, on a reproduit des tableaux de Rubens à côté de tableaux de Delacroix. Et là, la citation est évidente. C'est-à-dire que c'est non seulement le motif, mais aussi à la fois une construction du tableau qui est assez ordonnée, mais qui est totalement irriguée par la vie. Et je dirais irrigué et transcendé. Il est amusant de savoir que quand les critiques ont été sévères vis-à-vis de Delacroix, ils l'ont accusé, ils l'ont comparé à Rubens en disant comme Rubens, il use de son pinceau comme d'un balai ivre, parce que la vie sort de partout, cela tourbillonne, et donc en fait ces critiques-là sont aussi le plus beau compliment qu'on puisse faire à Delacroix, puisque Rubens est son maître. Il y a une influence aussi majeure de Rubens sur la peinture de Delacroix, c'est la peinture religieuse. Et cette crucifixion qui est ici exposée est une réinterprétation de Delacroix d'une crucifixion de Rubens. Delacroix lui reprend en fait les coloris éclatants de Rubens, une certaine agitation, la touche... La construction virevoltante du tableau. Il est intéressant de voir que dans ces crucifixions postérieures, celles qui sont exposées, il y en a deux autres à l'exposition qui sont magnifiques, où là, la palette devient beaucoup plus sobre, elle s'épure, et vraisemblablement, l'itinéraire pictural et peut-être spirituel du peintre, qui est agnostique, mais qui se dit malgré tout touché et ému par ces thématiques, cet itinéraire se précise et s'individualise et s'émancipe sans doute de l'influence de Rubens. Isabelle, il y a une forme d'ambiguïté, en tout cas, sur le positionnement, la façon dont on peut qualifier Eugène Delacroix. On dit que c'est le chef de file un petit peu du romantisme. Est-ce qu'il est si moderne que ça? Alors lui-même s'en défendait. C'est-à-dire que, certes, Baudelaire l'appelle le phare du romantisme. Lui-même à la fois dit, si par romantique on entend quelqu'un qui tente à rendre l'émotion de la vie et la vivacité des choses, alors je suis romantique, mais je récuse cette étiquette. Et en fait, il n'a jamais voulu appartenir au clan des romantiques. Et certainement, derrière cela, il y avait aussi une critique de Victor Hugo et du fait que probablement Victor Hugo et les autres voulaient inclure Delacroix dans leur querelle des modernes contre les anciens. Delacroix ne veut pas être un moderne. Delacroix veut être un peintre de son temps, mais qui est un héritier des classiques. Et il le dit, tout simplement, il disait « Je n'ai nulle sympathie pour le temps présent, toutes mes prédilections sont pour le passé. Et toutes mes études se tournent vers les chefs-d'œuvre des siècles écoulés. » Enfin, Baudelaire, lui, raconte que si imprudemment on lançait devant lui la grande chimère des temps modernes, le ballon monstre de la perfectibilité et du progrès indéfini, volontiers il vous demandait « Où sont donc vos Phidias? Où sont vos Raphaël ?» Donc il invoque le génie de la sculpture grecque antique et le génie de la peinture classique italienne. C'est donc un contresens absolu de faire de Delacroix un moderne absolu, comme c'est souvent le cas. C'est le grand mérite de cette rétrospective, de montrer toute la diversité de cet artiste qu'on ne peut absolument pas enfermer dans un qualificatif. On ne peut
pas dire que c'est un romantique, un moderne, un classique, etc. C'est un peintre de son temps extrêmement talentueux qui explore jusqu'au bout cet art pictural qu'il veut fonder sur les anciens, mais évidemment inscrit aussi dans l'époque dans laquelle il vit. Parfait, merci beaucoup Isabelle Schmitz. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro hors série. Merci pour cette visite guidée très complète. Donc une exposition qui est à découvrir jusqu'au 23 juillet 2018 ici au Louvre. Voilà. Et en attendant, vous pouvez donc vous procurer cet excellent numéro du Figaro hors série entièrement consacré à cette exposition. Et bravo pour ce travail. Merci beaucoup Isabelle.